Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode sur le podcast et aujourd'hui, une nouvelle carte postale fait son apparition. Je suis avec Gonte, mon binôme éternel pour aller découvrir les terrains. Gonte, de qui allons-nous parler aujourd'hui? On va parler du terrain de la Wildtack. On va commencer par présenter ce terrain et l'assaut, échanger après sur quel type d'accueil il réserve aux nouveaux joueurs et aux débutants, quels sont les types de parties qui sont organisées, quelles sont les répliques que l'on considère jouables sur ce terrain, et enfin, on conclura par un retour perso sur la partie qu'on a fait chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du terrain? Alors le terrain, pour le présenter simplement, c'est une ancienne carrière qui est divisée en 3 plateaux de jeu et un plateau qui sert, de zone neutre. Pour, accéder à chaque plateau, il faut monter et les redescendre quand on a fini la partie. C'est une zone assez boisée sur, le grand plateau principal, même s'il y a une grande zone dégagée au milieu, avec un chemin d'accès qui permet de monter sur les différents plateaux de manière propre et sécure. Le deuxième plateau, celui sur lequel se déroule vraiment tout le jeu, c'est une cuvette. Et de chaque extrémité, il y a des corniches qui permettent d'avoir des points de vue en hauteur. Les corniches, celle qui est côté gauche, elle est vraiment étroite et pour le coup, là, faut faire gaffe où tu marches. Par contre, de l'autre côté, t'as quand même le chemin qui fait bien 3 mètres de large, tranquille, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est un terrain qui est boisé, qui permet beaucoup de couverts. Par contre, c'est un terrain qui est excessivement physique. Pour rejoindre la zone neutre, il va vous falloir marcher 10 minutes. Alors si vous y allez, faites pas comme nous. Restez toujours sur la droite, jusqu'au moment où vous verrez une voiture. Parce qu'à un moment, il y a une intersection. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué tout droit. Parce que, bien entendu, on a eu la très bonne idée, étant donné qu'on attendait un troisième joueur avec nous, de partir après le convoi. Vu que les orgas savent qu'il faut marcher, ils ont l'autorisation de la mairie de pouvoir grapper avec une seule voiture, à laquelle est attachée une remorque dans laquelle vous pouvez laisser vos affaires. Donc si vous venez un peu chargé, vous pourrez quand même monter tranquillou avec, votre gros pactage dans une remorque. Il vous conseille quand même de venir léger, mais il vaut mieux être léger pour être sur le terrain, étant donné que c'est un terrain qui est assez pentu et physique. Si vous êtes essoufflé en montant des escaliers, ça pourrait être compliqué sur le terrain. On va pouvoir parler de l'accueil qu'ils ont fait aux nouveaux joueurs et aux débutants. Il faut savoir que sur cette partie, il y avait à la fois des débutants, mais aussi des nouveaux joueurs sur ce terrain. Il faut savoir que c'était la deuxième fois qu'ils testaient ce terrain. La première, ils avaient 5 joueurs qui étaient des membres de l'association. Et là, la partie a été ouverte à du public et on s'est retrouvé à une trentaine de joueurs. C'était la première fois que l'association avait autant de personnes sur ce terrain. Parmi ces personnes, on avait des niveaux qui étaient assez disparates. On est allé des nouveaux joueurs qui avaient 1-2 parties à leur actif, comme des vétérans qui roulaient dans l'airsoft et qui connaissaient bien la pratique et qui avaient l'habitude de jouer entre eux au sein de leur équipe. Alors, pas d'accueil aux mineurs, que des majeurs, mais les anciens joueurs ont réussi à mettre leurs enfants à l'airsoft et donc c'est un plaisir le dimanche de faire une sortie père-fils. Ouais. Je crois que j'ai compté 6 débutants. Ils étaient tous avec des répliques de location. Chose assez sympathique sur cette association-là, c'est que vous n'avez pas que des fusils d'assaut à louer. Vous pouvez aussi louer des grosses batteuses. Il y avait pas aussi un snipe? Non, non, c'était sur un des joueurs. OK. La PAF, de mémoire, je crois qu'il la faisait à 3 euros. Cette fois-ci, c'était exceptionnel, elle était à 2 euros. Toutefois, il monte un gros thermos de café pour que, si vous souhaitez du café, vous puissiez vous servir. Comme dans beaucoup d'associations qu'on a vues avant, l'accueil est Très chaleureux. On va pouvoir passer au type de parties qui sont organisées. Donc, on avait deux organisateurs qui étaient différents afin que les deux puissent jouer. Le matin, c'était Rasta qui organisait. C'est une personne qui adore organiser des scénarios. Lui, ce qu'il souhaitait faire, c'était commencer par un gros scénario le matin et faire des scénarios plus classiques l'après-midi pour éviter que les gens soient trop fatigués. Donc le matin, c'était la première fois qu'il testait ce type de scénario sur ce terrain-là. Les équipes étaient pour moi équilibrées, mais sur les spawns, il y avait un léger déséquilibre. Donc c'était un scénario où chaque équipe devait trouver des caisses de munitions et l'amener à l'organisateur qui faisait office de marchand. Une fois que les 3 caisses de munitions lui avaient été ramenées et qu'il les avait achetées, c'était fin de partie. Quand l'organisateur a vu qu'il y avait un déséquilibre sur le terrain, il n'a pas hésité à bouger de manière à pouvoir se mettre dans une zone neutre et que les deux équipes puissent aller le voir sans qu'il soit dans le territoire de l'une d'entre elles. À un moment, Rasta trouvait que aucune des équipes n'arrivait à prendre les caisses de munitions à l'autre, donc il nous a rajouté des objectifs secondaires afin de pouvoir pimenter le jeu. il y a vraiment une bonne capacité, d'improvisation et d'adaptation. C'était vraiment bien de voir que quand c'est bloqué, ben, on fait pas: «C'est bloqué, on attend la fin du timer». Non, c'est bloqué, c'est pas amusant, on trouve un autre truc pour faire en sorte qu'on s'amuse. C'est ça. Et sur l'après-midi, c'était le classique capture de drapeau. Là, pareil, c'était pour bêta-tester le terrain et voir si les configurations qui avaient été choisies étaient optimisées pour le terrain ou pas. Il y a eu deux parties, une aller, une retour sur cette capture de drapeau et à la fin, ça a terminé par un petit 30-30. Donc le fameux 30-30, c'est la partie dure 30 minutes. Vous faites toucher, vous reculez de 30 mètres, vous comptez 30 secondes et vous revenez en jeu. Ce qui se veut être une partie plutôt dynamique. Alors, faut savoir que si cette partie a eu lieu, c'est parce que le match retour de la capture de drapeau s'est fini en 5 minutes. Oui.
C'est pour ça que du coup, il y avait encore le temps de faire un petit 30-30 derrière, histoire de finir de vider les chargeurs. C'est ça. Gont, quelles sont les répliques que l'on peut considérer jouables sur ce terrain? Il faut savoir que c'est un terrain qui est pour l'instant 100% nature. Il n'y a aucune infrastructure. Et c'est pas parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui n'est pas jouable. Il y a une partie qui est la fameuse partie centrale au niveau de la cuvette, qui elle est bien à découvert, mais en passant par les corniches ou en progressant en équipe, on peut se faire une belle progression. Pour les répliques jouables, tout ce qui est assaut, ça peut passer. Fusil à pompe, j'ai un doute, vu qu'on a quand même des distances d'engagement qui sont assez longues. Niveau portée, les pompes, peut-être pas. Sniper, ça marche très bien. Oui, non, parce que comme c'est un terrain qui est bien nature, il y a énormément de branchages. Donc il faut savoir bien ajuster son tir, sans quoi l'habit peut taper un petit branchage et être complètement dérivé, soit au départ, soit à l'arrivée juste avant sa cible. Mais pour compenser ça, il y a quand même beaucoup de zones en hauteur qui permettent d'avoir une vue dégagée sur quasiment tout le terrain. À partir de là, il suffit de trouver une bonne position avec pas trop de branchage dedans, en hauteur, et vous pouvez tirer quelqu'un n'importe où dans le terrain. Et avec une guillie, on est complètement invisible. Oui. Autre réplique qui marche du feu de Dieu, c'est les batteuses, mais ça, c'est un classique. Pour le coup, l'avantage, c'est d'avoir des positions en hauteur, des zones dégagées et des couverts un peu touffus. On peut se planquer partout, monter des embuscades assez facilement, et quand on commence à comprendre l'agencement du terrain et les différents chemins d'accès, pouvoir vraiment bloquer des accès assez salement. Donc les batteuses, ça marche très très bien. DMR, niveau portée, comme on peut rivaliser avec le sniper, mais qu'on a une meilleure cadence, je pense que les DMR sont quand même relativement adaptés sur ce terrain. Si on combine la guillie d'un sniper avec... Avec la cadence d'un DMR, Ouais, il y a moyen de faire de sacrés ravages. c'est ça. Je t'avoue que c'est un terrain qui m'a très agréablement surpris. Malgré le fait qu'il faille beaucoup marcher, que ce soit un terrain qui soit physique, il vaut le détour. Déjà juste sur le fait de monter à la carrière et de voir le paysage qu'il y a à proximité. Ensuite, au niveau des terrains et de l'accueil de l'équipe. Comme on disait, c'est une équipe qui est chaleureuse, qui adapte ses scénarios quand elle voit que le scénario profite trop à l'une des équipes. C'est un terrain sur lequel j'ai envie de retourner parce que j'ai envie de voir comment ils vont aménager la suite. Effectivement, le terrain vaut le détour rien que pour la vue. On n'est pas loin des Pyrénées, vu qu'on est un petit peu en hauteur, on a une belle vue. En plus de ça, pour faire un retour sur ce qui a été fait, les parties étaient fun. Le fait d'avoir ce mode de jeu de récupération de matériel pour les amener jusqu'à l'orga, c'était sympa. Ça m'a donné des idées de scénar pour des interassos. Mais également, c'est vrai que c'est un terrain qui est atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le fait que le terrain soit assez physique, quand on fait une action, qu'elle réussit et qu'on se dit: «Putain, là, ça fait une demi-heure que je fais que crapahuter, courir dans tous les sens, que j'ai monté l'Everest pour mon action», on est content de la faire et à la fin de la journée, on est vraiment bien. C'est un terrain qui vous fait du bien. Quand je suis reparti, comme d'habitude, j'avais encore envie d'en avoir plus, mais je suis pas resté sur ma faim. Par contre, un bémol que je donnerais, c'est ces fameuses montées. Quand on est entièrement équipé avec les répliques dans les mains, ça peut être assez casse-gueule. Il faut faire attention en montant et à la descente aussi. Le seul gros bémol, c'est que l'accès au plateau de jeu se fait par une pente dont une partie, c'est de la roche, donc avec des petits cailloux qui peuvent rouler sous les chaussures et ça, c'est pas très pratique quand on est chargé. Quand il monte et qu'il installe la zone neutre, Rasta, il fait rapidement un tour du terrain afin de bomber les endroits qui peuvent être dangereux. Ça, c'est pour délimiter les zones à risque sur la zone. Donc, attention, c'est clair, dès qu'il y a une marque rouge ou de la rubalise, vous n'y allez pas si vous êtes exclu du terrain. Et c'est assez logique, on parle de la sécurité des gens quand même. Mais là, moi, je suis plus vraiment sur l'accès de base où pour monter là-haut, il y a des zones qui sont assez casse-gueule. Donc, faire attention, évitez de courir dans les montées et les descentes. C'est mieux pour vos genoux et pour votre sécurité en général. Merci pour ton retour, Gont. Je te propose qu'on clôture cette carte postale. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Allez sur le terrain de la Waytac, il est vraiment bien. Merci de nous avoir écoutés. Effectivement, suivez le conseil de Gont. C'est un super terrain dont j'ai hâte de suivre les évolutions. Également, j'ai hâte de voir ce qu'il faut faire avec. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu sur la vidéo YouTube ou à mettre 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye. Au revoir tout le monde!